Good afternoon, everyone. We have been incredibly lucky today to have a group of very eminent speakers taking part in today's celebratory launch of our new Department of Health Policy. It's been a wonderful program and a very impressive lineup. And as a finale to the lineup before the final closing session, we are incredibly honored to host Dr. Denis Mukwege for this evening's keynote address. Dr. Mukwege was born in Bukavu in the DRC, and he studied medicine at the University of Burundi and graduated with a medical degree in 1983, working with a focus on gynecology, where he completed his studies at the University of Angers in France. In 1999, he founded the Panzi Hospital in Bukavu, where thousands of victims of sexual violence were treated during armed conflict. And he remained active at that hospital despite attempts on his life. Through his tireless work as a surgeon, he directly helped thousands of victims of sexual violence in the armed conflict in DRC. And throughout his work as an activist and a campaigner, through Panzi and through his own foundation, he has, and also as a member of the advisory committee on the international campaign to stop rape and gender violence in conflict, he has connected and supported survivors around the world, promoting the application of a holistic approach to care and advocating for an end to wartime sexual violence. In recognition of this extraordinary work that he has done, he was awarded the Nobel Prize in 2018 alongside the Yazidi campaigner Nadia Murad. It is an incredible honor for us at the LSE to have him here, and I am going to now turn to him to make his presentation. Dr. Mukwege, welcome. C'est un grand honneur pour moi d'être ce soir parmi vous et je tiens d'abord à remercier la directrice de LSI pour m'avoir donné cette opportunité de pouvoir partager notre expérience avec vous. Ça ne marche pas? Ça va? Donc, j'ai voulu partager avec vous le travail que nous faisons à l'hôpital de Panzi, à l'est de la République démocratique du Congo, une zone qui est prise par un conflit qui date maintenant de plus de 20 ans. Dans cet hôpital, pour vous mettre dans le contexte, je voulais d'abord vous dire que nous pratiquons en fait le principe de la déclaration de l'OMS d'Almata du 12 septembre 1978, qui en fait, dans cette déclaration, il est très bien dit que la santé est aussi bien physique, mentale et doit s'occuper du social. Et le système de soins de santé en République démocratique est pyramidal, avec au sommet, on a donc la responsabilité normative. Au niveau intermédiaire, c'est beaucoup plus l'encadrement technique. Et au niveau opérationnel, où se trouve l'hôpital de Panzi, nous travaillons avec les communautés qui ont des relais communautaires avec des activités aussi bien promotionnelles que sociales. Au niveau plus haut, nous avons les centres de santé qui, en plus donc des activités promotionnelles, ils ont des activités préventives et curatives. Et au niveau des hôpitaux généraux de référence, il y a donc le curatif, le préventif, le promotionnel, mais également la réhabilitation. Et ici, ce que je voulais souligner, c'est que la santé mentale, et pourtant repris dans la déclaration d'Almata, n'existait pas. Et en fait, même la prise en charge des violences sexuelles ne sont pas intégrées dans les systèmes de soins de santé primaires. À l'hôpital général de Panzi, donc où je travaille, cet hôpital a été créé en 1999
tout simplement avec l'objectif de prendre en charge et lutter contre la mortalité maternelle très élevée. À cette époque, on était même au-delà des 10 femmes pour 1000 accouchements. Aujourd'hui, nous sommes à 7 femmes qui meurent pour 1000 accouchements, ce qui est dramatique. Et lorsque nous avions commencé, notre objectif, c'était de lutter contre cette mortalité maternelle. Rapidement, la première victime, la première personne que nous avons soignée à l'hôpital, c'était une femme qui était venue violée avec une extrême violence. Nous avions pensé à ce moment-là que c'est un fait tout simplement passager et nous l'avions soignée. Mais en 3 mois, on s'est aperçu qu'il y avait un phénomène tout à fait anormal, le nombre de femmes qui venaient avec la même histoire, viol avec torture. Aujourd'hui, nous soignons 5 à 7 femmes survivantes de violences sexuelles chaque jour qui nous consultent. Et depuis 1999, nous avons pris en charge 54 471 femmes. Et pour éviter la discrimination, nous soignons indifféremment les femmes qui ont des problèmes gynécologiques graves, spécialement lorsque les femmes viennent avec des fistules vésico-vaginales. Nous les prenons en charge puisque nous considérons que c'est une façon d'éviter également la discrimination. Un autre phénomène que je voulais donc insister sur le fait qu'aujourd'hui nous constatons une progression de viols d'enfants mineurs de moins de 10 ans. En 2008, on était à 3%. Aujourd'hui, en 2017, on était à 6%. Et le nombre est en train d'augmenter progressivement, ce qui est très inquiétant. Ces viols que nous observons sont des viols qui sont en fait commis comme une arme de guerre, une véritable stratégie de guerre, et qui se caractérise par le fait que ces viols sont méthodiques. Ce sont des viols qui se font souvent collectivement. Ça veut dire qu'il est très très rare de voir une femme qui est violée dans ce contexte par une personne. C'est toujours 3-4 personnes à la fois. Ce sont des viols qui se font publiquement, donc les maris assistent au viol de leurs femmes, les enfants sont violés en présence de leurs parents, et vice-versa. Et malheureusement, ça se fait suivre par des tortures et l'esclavage sexuel. Les tortures peuvent caractériser à la limite même comme signature du groupe armé qui viole. Ainsi, on a eu des femmes qui sont venues nous voir après avoir été violées. Leur appareil génital était pulvérisé par des armes à feu ou des armes blanches introduites dans l'appareil génital, des brûlures ou même introduire des bâtons dans l'appareil génital juste pour détruire. Mais souvent, les plus jeunes sont amenés dans la forêt. Ce sont des viols qui sont massifs, puisque lorsque les femmes d'un village entier sont violées dans une nuit, et lorsque ça se fait en présence des autres membres de la communauté, ça veut dire que les femmes subissent un traumatisme physique. Ce sont des victimes directes, mais toutes les personnes qui ont vu ces viols de leurs proches subissent en fait un traumatisme assez important et que souvent on a tendance à ignorer. C'est systématique puisque en fait la plus jeune que j'ai traitée, elle avait 6 mois et la plus vieille ne connaissait même pas son âge, mais on a estimé qu'elle avait au-delà de 80 ans. Et ici, c'est pour vous dire que en fait, ce sont des viols qui sont systématiques et qui n'ont rien à voir avec les sexes. Quels sont les impacts de ces viols? Ces viols entraînent donc des déplacements massifs de la population. Ça, c'est la première conséquence de ces viols. Lorsque le viol se fait en public, il y a la honte qui va vers la victime. Elle est humiliée, elle est stigmatisée, même si elle n'a pas été protégée. Mais malheureusement, c'est elle qui prend toute la honte. Et la première réaction, c'est de quitter le milieu stigmatisant, discriminant, pour aller chercher l'anonymat ailleurs. Deuxième fait, lorsque ce sont des viols qui sont répétés, en fait, les villages entiers ont tendance à quitter leur milieu naturel pour aller chercher des endroits plus sécurisants. En fait, lorsque les victimes pensent à la torture, tout simplement, beaucoup vont quitter leur environnement pour aller chercher un environnement traumatisant et ceci va vider automatiquement les villages de leur population. Deuxièmement, il y a la réduction démographique.
Et vous pouvez vous imaginer, lorsque les gens introduisent des corps étrangers dans l'appareil génital, mettent la soude caustique dans l'appareil génital, en fait, ils réduisent la capacité de la reproduction de ces femmes qui subissent cette destruction des organes génitaux. Mais également, lorsqu'elles sont violées par plusieurs personnes à la fois, le risque de la transmission du VIH est très très importante. Et malheureusement, le VIH va entraîner une mort douce, mais avec une haute prédisposition à la contamination. En d'autres termes, ces femmes deviennent tout simplement des réservoirs du virus et avant qu'elles se sachent elles-mêmes malades, elles auront déjà contaminé beaucoup de personnes autour d'elles. Donc, une façon de distribuer la mort. La contamination des infections sexuellement transmissibles va entraîner tout simplement une réduction donc, de la fertilité. Et donc, ici, vous comprenez automatiquement que sans utiliser les armes à feu, on peut réduire la démographie d'une population en utilisant ces pratiques ignobles sur les femmes. Il y a la destruction de la capacité économique. En fait, ici, on observe souvent qu'après avoir commis des actes comme ça dans le village, souvent, les villages sont incendiés, les récoltes sont incendiées, il y a un pillage systématique des ressources naturelles, pillage des biens privés des personnes, entraînant tout simplement une pauvreté extrême. Et lorsqu'on est dans la pauvreté extrême, on n'a pas d'autre choix que se soumettre. Il y a la destruction du tissu social. Lorsque les viols se font en public, avec torture, avec cette torture qui est publique, fait souvent qu'il y a une perte d'identité. Et à titre d'exemple, je peux dire, un parent qui voit son enfant violé sans qu'il lui puisse réagir, la relation parent-enfant se rompt, puisque l'enfant se sent protégé par les parents. Et une fois que les parents sont dans cet état de faiblesse, d'incapacité, en fait, cette relation se rompt. J'ai vu des cas où, pour violer, on a violé la femme d'un pasteur devant tous les fidèles de son église. Après ces viols, il n'y avait plus personne dans cette église. Tout le monde avait l'impression que si Dieu ne l'a pas protégé, donc où est Dieu? Vous comprenez très bien que le viol peut être utilisé pour, en fait, détruire l'identité des personnes. Et lorsqu'il y a plusieurs personnes dans le village qui ont perdu leur identité, ça veut dire que les parents ne sont plus parents, le mari ne se sent plus mari. D'ailleurs, les hommes, les réactions, souvent ils développent une impuissance où ils sentent que je n'ai pas été capable, donc je ne suis pas un homme. Ce sont des réactions psychologiques qui font qu'on perd l'identité individuelle. Et lorsqu'on n'a pas son identité, souvent on est dans une dissociation où on vit tout à fait à côté. Donc son esprit et son corps ne vivent pas ensemble. Cette perte identitaire, lorsqu'elle atteint plusieurs personnes dans une communauté, entraîne tout simplement la destruction du tissu social. Et tout ceci vient se compliquer par les enfants qui naissent issus du viol. Ce sont des enfants qui sont nés sans filiation et qui ne sont pas acceptés et souvent qui n'ont pas d'identité. Tout ça, ça crée une perte de cohésion sociale avec une incapacité organisationnelle dans une société où il n'y a plus personne qui joue son rôle qu'il doit jouer. Il y a une incapacité donc organisationnelle avec, bien sûr, comme conséquence, l'occupation du terrain. Donc, vous voyez très bien que le viol, comme arme de guerre, va entraîner le déplacement massif, la réduction démographique, la destruction de l'économie, la destruction du tissu social et familial. Donc, le même impact qu'on peut avoir dans une guerre classique, mais ici, on les a à moindre coût, puisque finalement, on ne paye pas les armes, on fait tout simplement un lavage des cerveaux et on arrive à son objectif. Alors, à l'hôpital de Panzi, où nous avons donc commencé en 2019, progressivement, on s'était rendu compte que notre prise en charge, qui était médicale, puisque nous sommes dans un hôpital, n'était pas du tout suffisante. Cette prise en charge était insuffisante, puisque tout simplement, les femmes qu'on soignait restaient à l'hôpital et somatisaient presque leurs problèmes, au point où, que progressivement, on a mis en place un système d'abord médical, puis le deuxième pilier psychologique, le troisième pilier qui est le pilier socio-économique et le pilier légal. Et ceci, c'était pour répondre aux besoins des victimes de violences sexuelles qu'on prenait en charge dans notre institution.
On n'a pas fait tout ça en un jour, on l'a fait progressivement en répondant aux besoins des malades. La prise en charge médicale, nous avions pu intégrer, pour éviter la stigmatisation et travailler en système de one-stop center, ça veut dire que toutes les victimes viennent et lorsqu'elles arrivent à un point où on prend toutes les informations et après, elles n'ont plus à répéter leur histoire. Puisqu'à chaque fois quand elles répètent, ça crée un nouveau traumatisme. Et donc, une fois qu'elles entrent, elles ont toute l'histoire. Mais ici, nous avons intégré ça au niveau de santé de la reproduction, mais aussi nous faisons une prise en charge médico-légale, puisque lorsque vous recevez pour la première fois la victime, vous devez être en mesure de pouvoir donc récolter les preuves au cas où la victime voudrait aller en justice. Et donc la santé de la reproduction, c'est comme ce qu'on connaît partout ailleurs. Nous essayons de faire l'ensemble de ces activités donc, de la santé de la reproduction à un même endroit, y compris le centre de dépistage volontaire du VIH, les traitements. Donc ça veut dire que toutes les personnes viennent et personne ne sait pourquoi l'autre est là. L'objectif, c'est essayer d'éliminer la stigmatisation. Nous pratiquons les examens cliniques et paracliniques et chaque malade va faire ses examens. Le moyen que nous avons, c'est d'abord la prévention de la grossesse non désirée après les viols. Et ici, nous disposons des kits PEP qui sont des kits qui comprennent la prévention de la grossesse, des infections sexuellement transmissibles et du VIH. Et nous faisons la chirurgie des lésions génito-urinaires et digestives basses. Comme des indications, avant 72 heures, lorsque les femmes nous arrivent, avant 72 heures, à ce moment-là, et qu'elles ont été violées par un partenaire non intime, on a la possibilité de faire la prévention et traiter les lésions génitales. Après 72 heures, malheureusement, nous ne traitons que des infections sexuellement transmissibles et nous pouvons faire la chirurgie des lésions et éventuellement rédiger un certificat médical que nous gardons avec ou sans réquisition à médecin. Donc les femmes viennent pas envoyées par la police, mais nous les faisons par prévention, puisque avec l'expérience, nous savons que les femmes viennent plus tard, 2 ans ou 3 ans après, pour demander à ce qu'on les accompagne devant les juges ou les cours et tribunaux. Alors, cette prise en charge chirurgicale va comprendre d'abord la prise en charge des enfants. Comme je viens de vous dire, ça c'était notre première expérience et nous avons pu publier une classification de violences sexuelles, de lésions chez des fillettes de moins de 5 ans. Et cette classification est faite en 5 types. Et pour les 5 types que nous avons pu avoir, ce sont des types qui concernent la peau, la muqueuse et éventuellement le muscle et le sphincter. Et donc, en fonction de ces types qu'on peut avoir, le 5e type, c'est le plus mauvais, c'est lorsque la pénétration va entraîner également la rupture de Douglas. Donc, il y a une pénétration dans la cavité abdominale avec la protrusion des intestins et de l'épiplo, ce qui entraîne non seulement la réparation, mais il faut absolument également faire une laparoscopie pour éventuellement un nettoyage. Donc, nous avons mis ce traitement en marche qui nous permet de distinguer les types 1, 2. Nous ne traitons pas, nous faisons tout simplement les traitements locaux. Les types 3, 4, nous faisons un traitement chirurgical. Et les types 5, nous faisons un traitement chirurgical plus toujours une exploration laparoscopique pour faire un nettoyage et faire sortir éventuellement ce qui peut se trouver au niveau de la cavité abdominale. La prise en charge des adultes va concerner surtout les lésions vulvo-vaginales. Et ici, en fait, nous traitons les lésions vulvo-vaginales selon des protocoles existants déjà par rapport aux ruptures vulvo-vaginales qu'on peut observer au cours des accouchements. Pour les fistules urogénitales également, nous pouvons avoir plusieurs types de fistules urogénitales.
chez la femme. Souvent, lorsqu'il y a introduction de corps étrangers ou lorsqu'il y a des balles qui sont tirées au niveau de l'appareil génital, on peut avoir la communication de plusieurs appareils. Et ici, en fait, la technique de réparation, nous appliquons à la technique de réparation des fistules urogénitales classiques. Et ici, il faut noter que la réparation des fistules urogénitales post-traumatiques, surtout si ce n'est pas le traumatisme obstétrical, sont beaucoup plus faciles à soigner du fait qu'il n'y a pas une grande lacération périfistulaire. Lorsque nous avons des fistules recto-vaginales hautes, et ici, malheureusement, lorsqu'on introduit baïonnette ou bâton au niveau de l'appareil génital, souvent, ça va donc sur l'image que vous pouvez... Non, sur l'image que vous avez ici. Oh, non. Qu'est-ce que je fais là? La technologie. Excusez-moi. Donc, sur cette image, vous pouvez très bien voir que lorsqu'on fait pénétrer au niveau de l'appareil génital, on peut léser plusieurs organes et souvent, en fait, cette prise en charge peut consister tout simplement soit à ouvrir ou aller par voie basse pour pouvoir réparer ces fistules. Et ici, nous avons pu classifier les lésions qui sont dues à ce type de traumatisme en 3 stades. Le premier stade, c'est lorsque nous avons le rectum qui est sain. Souvent, ce sont des lésions qui sont très hautes, et donc le rectum est sain. Par voie laparoscopique, donc un traitement minimal invasif, nous pouvons aller juste libérer et faire les sutures au niveau, donc, de cette lésion. Mais lorsque, en fait, la fistule, donc la lésion a détruit le rectum, mais que nous restons quand même avec 2 cm au-dessus du sphincter, il y a la possibilité de faire une anastomose colorectale. Et souvent, ça peut se terminer là. Les cas les plus graves, c'est lorsque nous avons tout le rectum détruit et qu'il n'y a pas de rectum qui reste par rapport au sphincter. Là, nous sommes obligés de faire le pull-through, qui est une technique qui consiste à abaisser le côlon. Donc, on abaisse le côlon qu'on fait sortir au niveau du sphincter pour rendre ces femmes continentes. Le deuxième pilier, c'est la prise en charge psychologique. Et cette prise en charge psychologique qui, comme je l'avais dit, malheureusement, n'existe pas dans le système, même si Almata l'a proposé. Nous avons essayé de travailler avec des relais communautaires pour avoir des réponses au niveau communautaire. Le deuxième niveau, c'est le niveau des centres de santé, où nous sommes en cours, au nord et au sud Kivu, à former des assistantes psychosociaux qui peuvent nous aider pour les conseils et les orientations et peuvent aider à faire la référence et la contre-référence des victimes donc, de violences sexuelles. Et au niveau des hôpitaux généraux de référence, nous sommes en train d'installer des psychologues cliniciens qui font une prise en charge psychologique. Et enfin, au niveau, donc au sommet, nous avons la prise en charge psychiatrique qui est une prise en charge plutôt médicalisée. Les approches de la prise en charge psychologique que nous utilisons dans ces modèles sont de 2 types. Donc d'abord, pendant la phase aiguë, il y a une thérapie de soutien qui est une thérapie brève et qui permet tout simplement à la patiente de pouvoir résoudre le problème le plus urgent qu'elle présente sur le plan psychologique. Et donc, on peut utiliser la thérapie d'exposition narrative ou par exemple, la thérapie des processus cognitifs, mais également la médiation familiale qui peut être considérée comme une urgence lorsque la femme vient et que la première fois elle arrive, elle dit « j'ai été chassée par mon mari, j'ai été chassée par ma communauté ». Il faut y travailler, puisque si c'est ça la préoccupation la plus importante, vous ne pouvez pas continuer d'autres soins si vous ne faites pas d'abord cet effort de chercher la famille, le mari, aller voir la communauté, envoyer les assistantes sociales, parler avec la communauté.
Et pour la prise en charge de long terme, la thérapie de long terme, nous utilisons la musicothérapie que nous sommes en train de tester. On a mis un protocole de recherche en place pour voir comment la musique peut aider à recouvrer. En Afrique, nous aimons beaucoup la musique. Nous avons la musique lors des deuils. Lorsque nous avons des gros problèmes, c'est la musique. Mais ce n'est pas tout à fait documenté. On n'a pas des évidences pour pouvoir dire comment ça fonctionne. Et nous y travaillons pour avoir vraiment des bases évidences pour la musicothérapie. Il y a aussi l'art-thérapie que nous utilisons. Mais nous utilisons également les thérapies comportementales cognitives et la thérapie par les jeux et les dessins qui sont très bien connus dans vos milieux. Les défis que nous avons par rapport à la prise en charge psychologique, c'est la résistance des décideurs. Aujourd'hui, nous avons tout le mal à faire accepter les psychologues cliniciens dans les hôpitaux, puisque tout simplement, il y a une résistance des décideurs, mais également le professionnel de la santé ne considère pas encore les cliniciens, les psychologues cliniciens comme faisant partie du système de la santé, comme ils ne sont pas assermentés. Et nous nous battons pour que cette intégration puisse être faite, puisque nous pensons qu'en dehors des victimes de violences sexuelles, les psychologues cliniciens, la santé mentale a sa place dans la prise en charge des malades. Il y a également le problème des insuffisances en ressources humaines. Dans beaucoup de pays que je ne cite pas, j'ai été dans des pays en Afrique où il n'y a pas de psychologues cliniciens. Et dans d'autres pays de l'Amérique latine où j'ai été, il y a des psychologues cliniciens, mais on ne les utilise pas dans les systèmes. Donc, intégrer la santé mentale, c'est comme si ça continue à poser des gros problèmes. Dans mon pays, par exemple, la santé mentale n'est même pas reprise dans le plan national de développement de santé. Et ça montre très bien à quel point on relègue cette partie donc, de la prise en charge. Le troisième pilier de notre prise en charge à l'hôpital, c'est l'appui socio-économique. Et c'est vrai, à l'hôpital, comment on s'occupe d'une prise en charge socio-économique. Vous traitez une femme, physiquement elle va bien, psychologiquement elle va bien, elle est rejetée par sa famille, sa communauté ne veut plus d'elle. Eh bien, si vous arrêtez là, donc vous avez fait votre travail à moitié, puisque cette femme, elle va soit se retrouver dans la rue, ou elle va être prise par des gens qui vont faire semblant de vouloir l'aider comme des bienfaiteurs, mais qui vont profiter d'elle. Et donc, nous avons introduit cet appui socio-économique qui fait la scolarisation et soutenir les études. Pour les plus jeunes, on préfère leur donner la possibilité de poursuivre les études. Pour les plus âgés, on leur donne un nouveau profil donc professionnel, l'alphabétisation, et nous travaillons beaucoup avec des mutuelles de solidarité où les femmes travaillent ensemble pour essayer de se soutenir mutuellement, des associations villageoises d'épargne et de crédit et des activités génératrices de revenus, comme vous pouvez le voir sur les différentes photos qui vous sont projetées. Ici, par exemple, ce sont des femmes qui sont formées aux mutuelles de solidarité et chaque samedi, elles se réunissent en groupe de 25. Donc on crée, une fois qu'on a traité 25 personnes dans un même village, ces personnes, on les aide avec des petites sommes de microcrédits, on les aide à l'agriculture. Mais chaque samedi, elles se rencontrent. Et là, vous voyez qu'il y a 3 bassins, rouge, bleu et vert. Le bassin rouge, c'est là où elles mettent l'argent. Chacun met une petite somme dans ces bassins rouges pour la santé. Elles font leur mutuelle de santé, puisqu'on a constaté que ce qui détruit les crédits qu'on leur donne, c'est lorsqu'elles n'ont pas la capacité de pouvoir se prendre en charge. Le vert, c'est pour les investissements du groupe, et le bleu, c'est pour les événements. Mais nous prenons en charge également des enfants des mines et des femmes qui sont esclaves dans les mines. Et ici, vous voyez ces 2 petits-enfants qui travaillent dans l'extraction
de l'or dans cette rivière. Et lorsqu'on les récupère, on leur donne un repas par jour. Ce sont des enfants merveilleux et qui font leur école comme tous les autres. Nous soutenons également avec un projet de toit pour les survivantes, puisqu'en fait, ces femmes qui sont souvent abandonnées, on leur donne la possibilité d'avoir un toit. Et je ne peux pas vous dire à quel point une femme, quand elle construit sa maison, elle est fière d'y être et de se prendre en charge, puisque désormais, elle devient vraiment autonome. Le quatrième pilier, c'est l'assistance juridique et judiciaire, où nous faisons l'éducation au droit, la sensibilisation sur le droit de la femme et la masculinité positive. Et ici, c'est très, très important, puisque, en fait, on s'est rendu compte que beaucoup de femmes ne connaissent même pas leurs droits. Il y a la loi qui existe, mais cette loi n'est pas vulgarisée. Et le fait qu'elles ne connaissent pas leurs droits, en fait, leurs droits peuvent être violés sans qu'elles se rendent compte. Également, nous pensons que les hommes doivent participer positivement à rompre ces violences sexuelles, et donc nous avons vraiment des programmes de masculinité positive. On forme les leaders locaux et des personnels judiciaires. On fait des cliniques juridiques locales où les gens peuvent aller se ressourcer sur le plan juridique et avoir des justices de proximité. Nous avons organisé pas mal de chambres foraines pour permettre à ce que, lorsque la justice peut être rendue, qu'elle se rende là où sont les victimes et que les victimes peuvent faire face à leurs bourreaux. Il y a des consultations gratuites et des conseils d'orientation. Nous avons également l'assistance judiciaire qui consiste à accompagner les victimes devant les cours et tribunaux. Durant toute la procédure, nous avons des avocats qui le font et malheureusement, c'est notre organisation qui paye les frais de justice et les honoraires des avocats. Dans les activités, nous faisons un plaidoyer. Et c'est pour cette raison que je suis ce soir avec vous pour la paix dans cette région. Et nous pensons qu'il n'y aura pas de paix dans la région des Grands Lacs tant que l'impunité va persister. Les gens qui ont commis des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, des crimes qui s'apparentent aux crimes des génocides et qui, malheureusement, continuent à diriger, à commander, etc., il ne peut pas y avoir de paix dans ces contextes. Et c'est pour ça que nous mettons en avant que la communauté internationale devrait prendre ses responsabilités par rapport au rapport mapping qui a été fait par le Haut Commissariat aux droits humains et que ces rapports, malheureusement, ces recommandations sont restées dans un tiroir. Et ça, c'est dommage puisqu'on ne fait pas un rapport pour constater et garder dans un tiroir. Et nous faisons également un plaidoyer pour un fonds global pour les survivantes. Ceci, c'est pour permettre à ce que les femmes du monde soient traitées de la même façon. La douleur est la même, leur expression est la même. Lorsque vous écoutez une femme colombienne parler de sa souffrance, c'est la même chose qu'une femme de Kosovo, c'est la même chose qu'une femme asiatique de Corée du Sud, c'est la même chose qu'une femme africaine. Et donc, il n'est pas question que les femmes puissent être discriminées quand on arrive à la réparation. Il faudrait absolument être à mesure de pouvoir mettre ces victimes au même niveau, puisqu'elles ont la même souffrance, elles devraient avoir la même réponse par rapport à leur souffrance. La prévention des violences sexuelles est une des activités que nous faisons et nous utilisons tous les moyens, y compris les prêtres, les chefs coutumiers, comme vous pouvez voir là, la population qui doit manifester. Nous avons, depuis un certain nombre d'années, pensé que notre expérience, nous pouvons la partager avec les autres. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes en train de faire l'expansion vers la République centrafricaine, vers le Burkina Faso, Guinée-Conakry, et nous avions été même en Irak, car nous avions constaté que les femmes de Sinjar ont le même problème que les femmes, par exemple, congolaises, et qu'elles auraient besoin de même modèle de prise en charge. Ça, c'est un exemple d'une extension dans un village perdu où nous avons déjà installé un centre. Et le défi, c'est obtenir en fait les ressources matérielles et humaines pour pouvoir les faire. Nous voulons être un centre d'excellence où les gens peuvent venir faire la formation. Malheureusement,
il est très très difficile de pouvoir les faire dans le contexte où nous sommes. Et voilà, une femme qui est passée par ce système, nous avons cette impression que ce sont des femmes qui partent donc de la souffrance. Elles sont capables de transformer leur souffrance en puissance, leur souffrance en force. Et c'est la femme que vous voyez là. Notre souhait, c'est que les femmes deviennent autonomes, que leurs droits soient restaurés et leur dignité des survivantes, que les communautés qui ont été détruites par la violence sexuelle et le terrorisme sexuel, que ces villages soient réhabilités, ces communautés soient réhabilitées et dénoncées et lutter contre l'impunité du viol utilisé comme arme de guerre, puisque cette impunité règne un peu partout. Partout où je rencontre les victimes, la plainte principale, c'est que leurs bourreaux sont toujours libres. Je vous remercie. Dr. Mukwege, thank you very much for that sobering, moving, but also incredibly inspiring presentation, which made us think a lot about how one responds comprehensively to something so scary and so major and so disturbing. There's some time for questions. I'm going to open the floor. I'll probably take 3 in one go and then come to you to respond to them. Let me open the floor. And if you could introduce yourself and then ask a question. Anyone? Let's see. I'll take the woman here and then the gentleman there. And I'll take one more. I can take one in the back as well. Okay. So 1, 2, 3. And there'll be a mic coming your way. The woman right here in the black shirt. Yes. Yeah, if you could pass that on. If you could just introduce yourself briefly. My name is Raissa. I'm a master's student. Is it okay if I ask the question in French or? Of course, I can translate for you. Go ahead. Okay. Tout d'abord, les docteurs, merci pour votre présence. Je tiens à vous remercier pour avoir pris ma question. Et je vous admire beaucoup et le travail que vous faites au Congo. Je suis d'origine congolaise moi-même. Alors, je voulais demander, ma première question, c'est... je voulais vous demander si vous croyez qu'il existe une corrélation entre la guerre et les viols au Congo et quelle est cette corrélation? Okay, so the question is, the questioner is from Congo herself and wants to know if there's a correlation between the war and sexual violence in Congo. Oh, yes, I'm sorry. I need 2 more questions. Yes, so let me take the gentleman here and the gentleman up there. Dr. Mukwege, merci beaucoup, merci cordialement pour votre présence. Je suis Bang Ibrahim, je suis aussi étudiante ici à LSI. Je suis aussi un médecin et monsieur, je suis vraiment... In English, I would like to bend over for your efforts and all things you've done so far. Monsieur, vous avez aussi reçu le prix du Nobel avec Nadia Mourad, une personne qui a fait l'expérience avec le génocide. Et maintenant, vous avez nous disant que vous avez je pense, ou maintenant vous avez commencé de faire un établissement pour One Stop Center à Saint-Jean. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que vous faites ça, pas seulement à Saint-Jean, mais aussi à l'autre partie du monde, et s'il y a l'aide par les organisations internationales et la réponse ou la contribution généralement mondiale. Merci. Nous sommes une université francophone ici à LSI. Nous essayons. This is good, huh? I don't need translation. Exactly. So the question is really your global efforts and the work with Nadia Mourad and how you're trying to internationalize the experience you've had. And the gentleman at the top. Well, first of all, thank you, Dr. Dennis, for your inspiring example. I'm Arturo, I'm from Colombia. I'm a family doctor in Colombia. I'm studying here a master in health policy. And my question is related with your welfare, because in this kind of
of violent context, well, I know that you have been contributing a lot, but what about your welfare with these people that continue doing this kind of harmful behavior to your community? How to contribute in this violent context, and how to take care of ourselves to contribute, because it's going to be quite challenging. Je crois que nous avions fait une étude pour comprendre les victimes de violences sexuelles, d'où elles venaient à l'hôpital. Et cette étude a été publiée dans PLOS Médical et qui a montré très bien que, en fait, c'est là où il y a des zones minières, là où il y a des mines, c'est au même endroit où on trouve les groupes armés. Et c'est là où viennent les victimes de violences sexuelles. En fait, la guerre du Congo, pour être plus explicite, c'est une guerre qui s'est faite pour le contrôle des minéraux, les 3 TES que vous connaissez. Et en fait, le Congo a des réserves très, très importantes du coltan, tantal, qui est utilisé dans les téléphones mobiles. Et aujourd'hui, on sait très bien que la grande partie du tantal qui est utilisé dans tout ce que nous avons comme électronique vient de cette région. Et le Congo n'est pas exportateur de tantal, c'est du tantal qui est exporté par les pays voisins. Et en fait, la guerre est clairement due au contrôle de ces minéraux. J'ai été en Irak, dans les camps des réfugiés, et j'ai vu la souffrance des femmes yézidis qui ne sont pas capables même parfois de pouvoir écouter et parler de Sinjar. Dès que vous en parlez, leur mémoire traumatique s'éveille et directement, beaucoup faisaient soit des crises importantes. Et pour moi, c'était clair qu'elles ont besoin d'une prise en charge psychologique et qui doit être une prise en charge qui doit s'adapter à leur contexte et à leur milieu. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup ne trouvent pas qu'elles peuvent rentrer à Singer à cause de l'insécurité. Et vous ne pouvez pas remettre la personne dans le même contexte d'insécurité. Mais une fois que ce milieu sera sécurisé, je crois que la meilleure façon, et nous sommes en train d'étudier avec d'autres organisations locales, puisqu'on a déjà commencé avec des formations de ces modèles, comment on peut trouver des cadres locaux pour pouvoir installer le même modèle. Il faut savoir que lorsqu'une femme est victime de violences sexuelles, j'ai trouvé ça, j'ai dit, c'est la même expression partout. Elles disent toutes, depuis qu'on m'a violée, on m'a tué. Depuis qu'on m'a violée, je n'existais plus. Et je pense que cette expression, c'est une expression forte de dissociation. Vous ne pouvez pas avoir quelqu'un qui n'est pas dans sa peau, demander à cette personne d'être un acteur économique ou être un acteur éducateur. Ce n'est pas possible puisque la personne ne jouit pas de toutes ses facultés. Et je pense que c'est très, très important de pouvoir soutenir les femmes de façon holistique pour leur permettre d'être des actrices de changement dans leur propre communauté. Et je pense qu'à Sinjar, on en a besoin. Je crois que dans le contexte de violences sexuelles, il y a toujours, effectivement, je connais aussi même la situation en Colombie, pour avoir été en Colombie. Ce sont des conflits, que ce soit au Congo ou au conflit, ce sont des conflits où il y a des intérêts économiques. Et ces personnes qui commettent ces actes de terrorisme sont des personnes qui ne seront jamais contents que vous puissiez essayer d'adresser le problème et donc couper leur chaîne d'exploitation. Je crois que moi-même, j'ai été plusieurs fois victime d'attentats où j'ai perdu même des proches. J'ai perdu un de mes meilleurs gynécologues qui a été
tuer à bout portant. Et je pense que dénoncer de telles choses, c'est toujours extrêmement dangereux dans le contexte où il y a des intérêts économiques très, très, très élevés. Mais ce n'est pas une raison de ne pas le faire. Je pense que c'est une responsabilité commune, c'est une responsabilité de notre humanité commune de pouvoir lutter contre l'usage de cette arme qui est ignoble, qui est inacceptable tout simplement dans nos sociétés. Et pourtant, dans tous les conflits aujourd'hui, tous les conflits, je dis bien, il y a l'usage du viol dans tous les conflits. C'est peut-être sauf dans le conflit israélo-palestinien où on ne parle pas des cas de viol. Et donc, je pense que c'est la responsabilité de nous tous comme communauté humaine de se battre contre l'usage de cette arme qui dégrade tout simplement notre humanité. Okay. Dr. Mukwege, I think that's all the time we have for questions. Thank you so much for